Alors, chers candidats, bonjour. Dans le cadre de séances de révision pour l'examen du bac, je vous propose aujourd'hui une séance de correction d'exercices relatifs à certains thèmes du programme de la 4e année sciences expérimentales. Alors, cette séance comprendra deux parties. Une première partie où on corrigera un exercice se rapportant au thème de la neurophysiologie et une deuxième partie où on corrigera ensemble un exercice se rapportant au thème de l'immunité de l'organisme. Bien sûr, je profiterai de cette séance pour vous rappeler la signification de certains verbes d'action et pour vous donner quelques conseils méthodologiques pour la résolution des exercices le jour du devoir. Alors, on commence, comme je vous ai dit, par la première partie consacrée à la neurophysiologie et le thème c'est la transmission synaptique et les phénomènes post-synaptiques. Alors, pour cela, donc, je vous propose un document. Alors, ce document-là donc, comporte un neurone post-synaptique et nous avons un ensemble de neurones pré-synaptiques notés NA, NB, NC et ND. Alors, au niveau de ce montage, donc, l'élève doit faire attention à la disposition des différentes électrodes d'enregistrement. Vous avez donc en principe 5 électrodes d'enregistrement, une électrode placée en A, une électrode placée en B, et une électrode placée en C, une électrode placée en D, et enfin une dernière électrode placée en E au niveau du cône axonique. Bien sûr, l'emplacement des électrodes doit être bien donc étudié parce que les phénomènes enregistrés vont être différents selon donc la position de l'électrode d'enregistrement. Alors, on va porter donc, en première expérience, on porte des stimulations efficaces et simultanées sur les neurones présynaptiques NA, NB et ND. Alors, je vous rappelle que NA, NB et ND sont des neurones excitateurs, alors que NC est un neurone inhibiteur. Alors, en expérience 2, on porte plusieurs stimulations efficaces et successives rapprochées sur NC. Et en troisième expérience, on porte des stimulations efficaces et simultanées sur NA et NC. Première question, remplissez le tableau suivant en représentant les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes A, B, C, D et E. Alors, je vous rappelle que l'oscilloscope A est placé au niveau de la terminaison synaptique A, qui est excitateur. B est placé au niveau de la terminaison synaptique B, qui est excitateur. C est placé au niveau de la terminaison axonique de C, qui est inhibiteur. Et D est placé au niveau de la terminaison axonique de D, qui est excitateur, alors que E est placé au niveau du cône axonique. Alors la première expérience, je vous rappelle, on a stimulé A, on a stimulé B, on n'a pas stimulé C, on a stimulé D. En A, on enregistre un PPSE. En B, on enregistre aussi un PPSE, qui est une petite dépolarisation. C n'a pas été excité, donc on enregistre un potentiel de repos. Au niveau de D, on enregistre un PPSE, alors qu'au niveau de E, on enregistre un potentiel d'action. Donc, pour la première expérience, je vous rappelle, on a stimulé A, B et D. Ce sont 3 neurones excitateurs. Chaque neurone donc, donne au niveau de la membrane postsynaptique un PPSE, et au niveau du cône axonique, on a un potentiel d'action. Pour l'expérience 2, on a stimulé successivement le bouton synaptique C, et je vous rappelle que ce bouton-là, synaptique C, est un bouton inhibiteur, d'où au niveau de C, on enregistre un PPSI. Ce PPSI se propage vers E en diminuant d'amplitude, et en E, on enregistre un PPSI. Pour l'expérience 3, on a stimulé en même temps, simultanément, donc, A et C, sachant que A est une terminaison axonique excitatrice, alors que C est une terminaison axonique inhibitrice. Ces deux phénomènes enregistrés au niveau de A, qui est un PPSE, et au niveau de C, qui est un PPSI, se propagent vers le cône axonique, c'est-à-dire au niveau de l'électrode E, s'ajoutent et donnent en principe ici un potentiel de repos de moins 70 millivolts. Bien sûr, la résultante de cette sommation, qui est une sommation spatiale, peut être un petit PPSE, comme ça peut être un petit PPSI, comme ça peut être un potentiel de repos. La résultante va dépendre de la somme algébrique de phénomènes donc, du PPSE et du PPSI.
Alors, question 2, expliquez les réponses obtenues en E. Alors, je vous rappelle qu'en E, on a obtenu donc soit un potentiel d'action pour l'expérience 1, soit un potentiel de repos pour l'expérience 2 et un potentiel de repos pour l'expérience 3. Alors, pour comprendre le phénomène qui s'est réalisé au niveau du point E, je vous propose une petite simulation où on a un neurone postsynaptique que vous voyez ici, qui est en principe ici un motoneurone en relation avec le muscle, et ce neurone postsynaptique reçoit plusieurs afférences, plusieurs boutons synaptiques appartenant à différents neurones. Ici, on a représenté 5 neurones. Alors, ces neurones-là peuvent être soit excitateurs si on va les marquer en vert, soit inhibiteurs si on les marque avec la couleur violette, soit inactifs si on les marque avec la couleur blanche. Bien sûr, dans notre organisme, un neurone, il est soit excitateur, soit il est inhibiteur. Il ne peut pas changer. On ne peut pas avoir un neurone qui est une fois excitateur et une fois il est inhibiteur. Alors, par exemple, si je considère que ce neurone-là est un neurone excitateur, si j'excite ce neurone excitateur, alors je déclenche bien sûr un potentiel d'action au niveau de ce neurone. Ce potentiel d'action se propage et j'enregistre au niveau de l'électrode ici, donc l'électrode placée au niveau du cône axonique. Alors, vous suivez la flèche là, donc l'électrode placée au niveau du cône axonique, j'enregistre un petit PPSE, c'est une petite dépolarisation. Ce PPSE n'atteint pas le seuil de potentiel de moins 50 mV, donc ne déclenche pas de potentiel d'action. Au contraire, si je considère que ce neurone-là est un neurone inhibiteur et je l'excite, alors je vais déclencher de la même façon un potentiel d'action qui se propage et au niveau du neurone postsynaptique, au niveau du cône axonique du neurone postsynaptique, on va enregistrer une petite hyperpolarisation, appelée encore un PPSI. Bien sûr, ce PPSI ne déclenche jamais de potentiel d'action. Maintenant, que se passe-t-il si je considère en même temps 2 neurones excitateurs qui sont excités en même temps? Alors là, donc, 2 neurones excitateurs donc, déclenchent au niveau du cône axonique un PPSE plus important que le précédent. Alors, il s'agit là d'une sommation spatiale de 2 phénomènes, donc de 2 PPSE, puisque le premier neurone va donner un PPSE, le deuxième neurone va donner aussi au niveau de la membrane postsynaptique un PPSE. Les 2 PPSE qui arrivent au niveau du cône axonique en même temps s'ajoutent et la résultante est un PPSE qui augmente d'amplitude, mais qui n'atteint pas le seuil de potentiel, donc ne déclenche pas de potentiel d'action. Si on ajoute avec ces 2 neurones excitateurs un 3e neurone excitateur, donc j'aurai ici 3 neurones excitateurs donc qui font synapse avec un neurone postsynaptique qui est là un motoneurone, j'excite les 3 neurones, je déclenche au niveau de chaque neurone un potentiel d'action. Alors au niveau de la membrane postsynaptique de ces 3 neurones, je vais déclencher donc 3 PPSE en même temps. Ces 3 PPSE se propagent vers le cône axonique en diminuant d'amplitude, s'ajoutent par sommation spatiale, déclenchent un PPSE global qui atteint cette fois-ci le seuil, déclenche un potentiel d'action, et ce potentiel d'action va se propager vers le muscle et provoquer sa contraction. Alors, on reprend encore une fois cette animation. Alors, vous voyez donc la sommation spatiale de 3 PPSE qui donne un potentiel d'action et ce potentiel d'action se propage au niveau du motoneurone, atteint le muscle et provoque sa contraction. On parle là donc d'une sommation spatiale de 3 PPSE, dont la résultante est un PPSE qui atteint le seuil de potentiel et déclenche un potentiel d'action. Pour l'expérience 3, où on a stimulé en même temps un neurone excitateur et un neurone inhibiteur. Donc je considère que ce neurone-là, il est excitateur, ce neurone-là, il est inhibiteur, ce neurone-là, je vais le rendre inactif, et j'excite au même moment donc un neurone excitateur et un neurone inhibiteur. Alors je déclenche donc au niveau du premier neurone excitateur un potentiel d'action, au niveau du deuxième neurone inhibiteur un potentiel d'action, au niveau de la membrane postsynaptique j'aurai un PPSE pour le neurone excitateur, pour le neurone inhibiteur au niveau de la membrane postsynaptique j'aurai un PPSI,
au niveau du cône axonique, le PPSE et le PPSI s'additionnent par sommation spatiale et nous donnent, dans ce cas-là, un potentiel de repos. Alors, donc, le phénomène enregistré au niveau donc, du cône axonique pour l'expérience 2, donc je résume là. Alors, les 3 PPSE obtenus en même temps en A, B et C se propagent vers E en diminuant d'amplitude et s'additionnent par sommation spatiale pour donner un PPSE global qui atteint moins 50 mV, qui constitue le seuil du potentiel, d'où déclenchement d'un potentiel d'action au niveau de E. Alors, le moins 50 mV constitue donc le seuil du potentiel. Toute dépolarisation donc, doit atteindre au niveau du cône axonique cette valeur-là pour déclencher un potentiel d'action. Alors, pour l'expérience 2, au niveau de E, on enregistre une sommation temporelle de plusieurs PPSI, dont la résultante est un PPSI qui fait éloigner le potentiel de la membrane post-synaptique du seuil du potentiel et ne déclenche pas de potentiel d'action. Pour l'expérience 3, où on a excité en même temps un neurone excitateur et un neurone inhibiteur, alors, le PPSE déclenché en A et le PPSI déclenché en C se propagent vers E, où ils s'additionnent par sommation spatiale. La résultante de cette sommation est un potentiel de repos enregistré au niveau du cône axonique, bien sûr, au niveau de E. Rappelez-vous bien la simulation que je viens de vous montrer donc, tout à l'heure. Question suivante. Analysez le tracé obtenu en E au cours de l'expérience 1 en précisant son origine. Alors, je vous rappelle que pour l'expérience 1 au niveau de E, suite à une sommation spatiale de 3 PPSE, on a obtenu un potentiel d'action. Alors là, on vous demande d'analyser le tracé obtenu en E. Alors, le verbe analyser, c'est-à-dire, là, on va analyser une courbe, qui est la courbe du potentiel d'action. Alors, on doit décomposer cette courbe donc, en parties significatives et donner donc la signification de chaque partie de cette courbe. Ensuite, on doit préciser l'origine, donc après avoir analysé, on va préciser l'origine de ce potentiel d'action qui a été enregistré au niveau du point E. Le point E, je vous rappelle, c'est le cône axonique. Alors là, vous avez devant vous donc la courbe d'un potentiel d'action que j'ai décomposé en points A, B, C, D, E et F. En même temps, je vous ai représenté ici donc les charges au cours des phases du potentiel d'action. Alors, on va suivre ensemble le point de départ. Bien sûr, nous sommes partis d'un potentiel de repos de moins 70 mV. Ensuite, l'excitation efficace a déclenché une première phase de A jusqu'à C. Cette phase-là est appelée une phase de dépolarisation. Alors, AC, c'est une phase de dépolarisation, pendant laquelle la négativité interne s'inverse en positivité et la positivité externe donc devient une onde de négativité. Donc la phase de dépolarisation est une onde de négativité externe accompagnée par une onde de positivité interne. Ensuite, cette phase de dépolarisation atteint une valeur de plus 30 mV, ce qui donne une amplitude du potentiel d'action de 100 mV. Donc on est passé de moins 70 à plus 30. Donc, ça nous fait une amplitude de 100 mV, suivie par une phase de repolarisation de C à E, pendant laquelle les charges retrouvent leur situation initiale, c'est-à-dire des charges positives à l'extérieur et négatives à l'intérieur. Alors, le potentiel d'action peut être suivi par une petite phase EF ici d'hyperpolarisation, pendant laquelle le milieu intracellulaire devient plus électronégatif. Alors donc, les différentes phases, je rappelle donc les différentes phases. Une phase de dépolarisation, pendant laquelle donc la positivité interne s'inverse en négativité et la négativité interne s'inverse en positivité. Une phase de repolarisation, pendant laquelle donc c'est de C à E, pendant laquelle la fibre retrouve ses charges initiales, c'est-à-dire des charges positives à l'extérieur et négatives à l'intérieur, et une phase d'hyperpolarisation pendant laquelle la fibre nerveuse devient plus électronégative. Alors, maintenant, l'origine de ça c'est une analyse. Là donc, on a terminé l'analyse du potentiel d'action. Alors, l'origine de ce potentiel d'action est ionique. Et là encore, je vous propose
une petite animation donc, qui va nous montrer l'origine du potentiel d'action. Alors, cette animation donc, est la suivante. Alors, vous avez là devant vous donc, schématisé la membrane de la fibre nerveuse, ici, donc c'est une partie de la membrane de la fibre nerveuse. Là, nous avons le milieu extracellulaire, et là, nous avons le milieu intracellulaire. Alors, au niveau de la membrane de la fibre nerveuse, nous avons des canaux. Nous avons deux types de canaux qui sont représentés là devant vous. Alors, des canaux qui sont ouverts en permanence, on les appelle des canaux de fuite, ou bien des canaux de diffusion. Et des canaux qui sont fermés en principe au repos, et ce sont les canaux voltage dépendants. Alors pour les canaux de fuite, donc ce sont des canaux de fuite soit pour les ions Na+, représentés ici avec la couleur donc, en mauve si vous voulez, et des canaux de fuite pour K+, qui sont représentés ici en rouge. Alors on constate qu'au repos, la membrane, le liquide intracellulaire est beaucoup plus chargé, beaucoup plus concentré en ion K+, qu'en ion Na+, alors que le liquide extracellulaire est beaucoup plus concentré en ion Na+, qu'en ion K+. D'où, par diffusion passive, il va y avoir une entrée de Na+, du liquide extracellulaire vers le liquide intracellulaire, et par diffusion passive aussi, il va y avoir une sortie des ions K+, du liquide intracellulaire vers le liquide extracellulaire. Alors ce phénomène-là, bien sûr, est à l'origine du potentiel de repos. On y reviendra donc au niveau de cet exercice. Alors, lorsqu'on porte une stimulation efficace, il va y avoir ouverture des CVD. Donc là, les CVD à Na+, qui vont s'ouvrir. Et cette ouverture des CVD entraîne une entrée massive des ions Na+. L'entrée massive des ions Na+, est à l'origine de la phase de dépolarisation. Alors, vous pouvez suivre ici avec la pointe du curseur. L'entrée massive de Na+, est à l'origine de la phase de dépolarisation. Par la suite, il va y avoir ouverture des CVD à K+, qui sont jusque-là fermés, et bien sûr, il va y avoir une sortie des ions K+, à travers les CVD à K+, ce qui assure la phase de repolarisation. Bon, on va revoir donc ensemble ce phénomène. Alors, le point de départ, donc, c'est une ouverture de CVD à Na+, là. L'entrée de Na+, donc, à l'ouverture des CVD à Na+, l'entrée des Na+, des ions Na+, déclenche, vous suivez ici, une dépolarisation qui atteint plus 30 mV, ce qui provoque l'ouverture des CVD à K+, et une sortie de K+, qui assure donc la repolarisation. Bien sûr, après le potentiel d'action, il va y avoir beaucoup d'ions Na+ à l'intérieur et beaucoup d'ions K+ à l'extérieur. La pompe à sodium-potassium, que vous voyez là matérialisée en noir sur votre écran, va bien sûr chasser les ions Na+, vers l'extérieur et faire pénétrer les ions K+, vers l'intérieur de la fibre nerveuse. Alors voilà, si vous voulez, l'origine du potentiel d'action donc est une origine ionique due à des canaux voltage dépendants de deux types, Na+ et K+, qui sont fermés au repos. Donc, en E, on a un potentiel d'action qui comprend une phase de dépolarisation pendant laquelle la négativité interne diminue et s'inverse en positivité, suivie d'une phase de repolarisation pendant laquelle la négativité interne retrouve sa valeur initiale. Alors, l'explication ionique de ce phénomène de potentiel d'action, à la phase de dépolarisation est due à l'ouverture des canaux voltage dépendants à Na+, ce qu'on a appelé tout à l'heure les CVD à Na+. Et bien sûr, lorsqu'on ouvre ces canaux voltage dépendants à Na+, il va y avoir une entrée, ce qui entraîne donc une entrée massive de ces ions à l'origine de l'inversion des charges, et la DDP atteint plus 30 mV. Alors, je vous rappelle que le potentiel d'action a une amplitude de 100 mV. Alors, à cette valeur de la DDP, c'est-à-dire à plus 30 mV, les CVD à Na+ se ferment, alors que le CVD à K+ s'ouvre, ce qui entraîne une sortie de K+. Cette sortie de K+ assure la repolarisation de la fibre, c'est-à-dire on retrouve les charges positives à l'extérieur et négatives à l'intérieur. Bon, la diapo suivante nous montre les différents phénomènes
ioniques qui accompagnent donc le potentiel d'action et qui sont à l'origine du potentiel d'action. Au repos, donc, nous avons les canaux voltage dépendants qui sont fermés. Donc, les canaux voltage dépendants sont fermés et la DDP, elle est à moins 70 millivolts. Pendant la phase de dépolarisation, la deuxième photo, donc, on a une ouverture des CVD ANA+, qui sont matérialisés en jaune sur votre écran, et une entrée des ions ANA+, du liquide extracellulaire vers le liquide intracellulaire. Pendant ce temps, les CVD AK+, qui sont matérialisés en rouge sur votre écran, sont fermés. Troisième diapo, devant vous donc, on atteint donc plus 30 millivolts, les CVD ANA+, en jaune donc, deviennent fermés, et les CVD AK+, en rouge, s'ouvrent, d'où une sortie de K+. La sortie de K+, va assurer alors la repolarisation de la membrane. L'hyperpolarisation, quatrième diapo, quatrième donc photo sur votre écran, l'hyperpolarisation est expliquée par une ouverture des CVD à K+, qui reste ouvert pendant un temps légèrement donc, supérieur à celui des ions des CVD à ANA+, d'où une sortie légèrement excessive de quelques millimoles de K+, à l'origine de cette augmentation de la négativité et à cette hyperpolarisation. Alors, lorsque la DDP retrouve moins 70 millivolts, les deux canaux sont de nouveau fermés et on revient au potentiel de repos, ce qui est matérialisé donc sur votre écran au niveau de la cinquième photo. Et vous avez en bas donc les deux canaux CVD AK+ en jaune et ANA+, pardon, en jaune et AK+ en rouge qui sont tous les deux fermés. Alors, la question 4, analyser le tracé obtenu en E pour l'expérience 2 en précisant son origine. Alors, je vous rappelle que pour l'expérience 2, on a stimulé en même temps un neurone excitateur et un neurone inhibiteur. Et on a dit que par sommation spatiale, au niveau du cône axonique, on va avoir un potentiel de repos. Donc là, on nous demande d'analyser le tracé obtenu en E pour l'expérience 2, c'est-à-dire analyser le potentiel de repos et expliquer son origine. Donc c'est absolument la même chose. Pour l'expérience 2, donc en E, on enregistre un potentiel de repos de valeur moins 70 millivolts. Ce potentiel de repos est dû à l'inégalité de répartition des ions Na+, et K+, de part et d'autre de la membrane de la fibre nerveuse. Je vous rappelle qu'on a dit tout à l'heure que le liquide extracellulaire est beaucoup plus concentré en ions Na+, que le liquide intracellulaire, et ce dernier, c'est-à-dire le liquide intracellulaire, est beaucoup plus concentré en ions K+, que le liquide extracellulaire. En effet, donc, le milieu extracellulaire est plus concentré en Na+, alors que le milieu intracellulaire est plus riche en ions K+. Cette différence de concentration entraîne une entrée passive des ions Na+, et une sortie passive des ions K+, à travers les canaux de diffusion qui sont ouverts tout le temps. Et ces canaux-là, donc, vont permettre le passage de ces ions Na+, et K+, selon le gradient de concentration. Donc là encore, le potentiel de repos a une origine ionique, mais cette fois-ci, les canaux qui interviennent dans ce potentiel de repos sont des canaux de diffusion et non pas des canaux voltage dépendants, comme le cas du potentiel d'action. Alors, ce mouvement d'ions se font à travers des canaux de fuite qui sont ouverts en permanence. Les canaux de fuite seuls vont aboutir très vite à un équilibre de concentration de part et d'autre de la membrane. Or, tant que la fibre est vivante, cet équilibre n'est jamais atteint. Donc cela suppose qu'il existe un deuxième phénomène. En effet, il existe un autre type de transport qui se fait contre le gradient de concentration. C'est la pompe Na+, K+, que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui était en train de chasser le Na+, contre le gradient de concentration vers le liquide extracellulaire et de faire pénétrer le ion K+, là encore contre le gradient de concentration vers le liquide intracellulaire. Alors donc on a dit, il existe donc un autre phénomène qui agit donc contre le gradient de concentration, c'est le transport qui se fait contre le gradient de concentration, et c'est la pompe à Na+, K+, qui chasse vers l'extérieur les ions Na+, et fait pénétrer à l'intérieur les ions K+. Ce type de transport, bien sûr, qui se fait contre le gradient de concentration, consomme de l'énergie provenant de l'hydrolyse de l'ATP. Donc, si on résume le phénomène ionique du potentiel de repos, alors nous avons donc au niveau de la membrane
ici donc matérialisé sur votre écran deux types de canaux, des canaux de fuite à Na+, des canaux de fuite à K+, et une pompe à sodium-potassium, une pompe Na+, K+, qui se trouve sur le côté droit de votre écran. Alors, pour le premier type de canaux de fuite, donc ce sont les canaux de fuite de Na+, les ions Na+, je les ai matérialisés avec la couleur verte, les ions K+, toujours en violet. Alors, les ions Na+, se trouvent en grande quantité dans le liquide extracellulaire, donc par diffusion passive. Les ions passent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, c'est-à-dire du LEC vers le LIC. Et par diffusion, par le même phénomène physique toujours, les ions K+, passent par les canaux de fuite du liquide intracellulaire, c'est-à-dire le LIC, vers le liquide extracellulaire, c'est-à-dire le LEC. La pompe à sodium-potassium intervient alors pour empêcher l'obtention d'un équilibre et fait pénétrer les ions K+ vers le LIC et chasser les ions Na+ vers le LEC, vers le liquide extracellulaire. Cette pompe, comme vous le voyez sur votre écran, consomme de l'énergie provenant de l'hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI, bien sûr. L'énergie libérée va faire fonctionner la pompe pour chasser donc les ions Na+ et faire pénétrer les ions K+. Enfin, en fin de compte, donc, les deux phénomènes, c'est-à-dire le potentiel d'action et le potentiel de repos, ont une origine ionique, c'est-à-dire un transport d'ions à travers des canaux, qui sont des canaux de fuite pour les ions Na+, et K+, pour le potentiel de repos, et des canaux voltage dépendants, toujours pour les mêmes ions Na+, et K+, mais cette fois-ci à travers des canaux voltage dépendants qui sont fermés au repos. Bon, là, on va passer maintenant à un autre aspect de la transmission synaptique, c'est-à-dire comment se fait la transmission synaptique. Bon, on a dit que la transmission synaptique, au niveau de la membrane postsynaptique, on peut enregistrer soit un PPSE, soit un PPSI. Alors, ça va dépendre donc, est-ce que le neurone présynaptique est excitateur ou bien inhibiteur. Et là, on va comprendre, si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'une synapse est excitatrice ou bien une synapse est inhibitrice. Alors, pour cela, on va déposer des substances au niveau de la jonction neuronique, c'est-à-dire au niveau de la fente synaptique. Alors, la première expérience consiste, si on dépose de l'aspartate au niveau de la jonction Na motoneurone. Je vous rappelle que la jonction Na motoneurone est une jonction, ou bien est une synapse excitatrice. On obtient alors une réponse analogue à celle obtenue en stimulant Na, c'est-à-dire on obtient un petit PPSE ou bien une petite dépolarisation. Par contre, si on dépose du GABA au niveau de cette même jonction, on obtient une réponse analogue à celle obtenue en stimulant NC, c'est-à-dire on obtient une petite hyperpolarisation ou bien un PPSI. Question 5. D'après les résultats précédents, quel rôle physiologique pourrait jouer l'aspartate et le GABA? Alors, la réponse, puisque le dépôt de l'aspartate déclenche au niveau de la membrane postsynaptique une dépolarisation, on peut dire que l'aspartate pourrait être un neurotransmetteur excitateur qui, en se fixant sur le récepteur de la membrane postsynaptique, déclenche l'ouverture des CCD, cette fois-ci à Na+. Alors, l'entrée de ces ions est à l'origine de la dépolarisation. L'entrée des ions, bien sûr, dans le liquide intracellulaire. Par contre, le dépôt du GABA déclenche au niveau de la membrane postsynaptique une hyperpolarisation. Cette hyperpolarisation est due à l'ouverture des CCD à K+, et Cl-. L'entrée de Cl- et la sortie de K+, sont à l'origine d'une augmentation de la négativité interne, d'où l'hyperpolarisation. Donc, le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur et l'aspartate est un neurotransmetteur excitateur. On passe maintenant à la deuxième partie de cette séance et qui est consacrée à l'immunité de l'organisme, où on va traiter donc un petit exercice relatif à l'immunité de l'organisme. Alors, l'introduction d'éléments étrangers dont certains sont pathogènes ou l'apparition des cellules anormales comme les cellules cancéreuses déclenche des réactions de défense ou réactions immunitaires. Pour comprendre ces réactions immunitaires, on réalise les expériences suivantes. Alors, les expériences 1 et 2 suivantes ont été réalisées chez des cobayes pour montrer certaines modalités de défense immunitaire.
Pour l'expérience 1, on injecte chez la souris A de l'anatoxine tétanique. 15 jours plus tard, on prélève chez la souris A du sérum et des lymphocytes T qu'on injecte respectivement chez deux souris B et C, non immunisées. Le même jour, on injecte chez les 3 souris A, B et C de la toxine diphtérique. Je vous montre donc le schéma de cette expérience. Là, nous avons la souris A, chez qui on a injecté l'anatoxine diphtérique, et on a prélevé chez cette souris A du sérum qu'on a injecté chez B et de lymphocytes T qu'on a injecté chez C. 15 jours plus tard, on a injecté chez ces 3 souris de la toxine diphtérique. On constate que l'animal A survit, l'animal B ayant reçu donc le sérum survit, l'animal C ayant reçu les lymphocytes T meurt. Bon, la question, comment expliquez-vous la survie du cobaye A? Réponse à la première question, le cobaye A survit car il a été immunisé contre la toxine diphtérique par l'injection de la toxine diphtérique. Donc, il a acquis une immunité contre cet antigène pathogène grâce à l'injection de l'anatoxine diphtérique. Alors, deuxième question, question 2. Que constitue l'anatoxine et quelles propriétés a-t-elle gardées? La réponse, l'anatoxine diphtérique constitue un antigène non pathogène. En effet, cette anatoxine a perdu son pouvoir pathogène, mais a conservé son pouvoir immunogène. Alors, troisième question, comment expliquez-vous la survie de B et la mort de C, sachant que B a reçu le sérum de l'animal A immunisé contre la diphtérie et la souris C a reçu les lymphocytes T de l'animal A immunisé contre la diphtérie? La réponse à cette question, pour le sérum de cobaye A, donc immunisé contre la diphtérie, protège le cobaye B contre la diphtérie. Donc, ce sérum contient des anticorps spécifiques qui protègent contre la diphtérie. Il y a dans ce cas un transfert d'immunité par le sérum. Il s'agit donc d'une RIMH, c'est-à-dire réaction immunitaire à médiation humorale. Par contre, les lymphocytes T vivants ne protègent pas le cobaye C. Ceci confirme que l'immunité contre la diphtérie est à médiation humorale et non à médiation cellulaire. Alors, diapo suivante. Pour l'expérience 2, donc la deuxième expérience, on va injecter chez la souris D du BCG. Le BCG, c'est un vaccin contre la tuberculose, qui immunise l'animal contre la tuberculose. Donc, c'est le bacille de Calmette et de Guerin, c'est donc une bactérie atténuée du BK. 30 jours plus tard, on prélève chez la souris D du sérum et des lymphocytes T, donc la même chose, qu'on injecte respectivement chez des souris E et F, non immunisées contre la tuberculose. Le même jour, on injecte chez les souris D, E et F des bacilles de coque vivants. L'expérience devant vous, donc. Alors, on a une souris D, chez qui on a injecté du BCG. Alors, ensuite, on a prélevé, donc après un mois, on a prélevé du sérum de cette souris qu'on a donné à une souris E et des lymphocytes vivants de cette souris qu'on a donné à une souris F. Alors, un mois après, on injecte chez les 3 souris D, E et F du BK. On constate que l'animal D survit. L'animal E qui a reçu le sérum cette fois-ci meurt. Tout à l'heure, l'animal qui a reçu le sérum de l'animal immunisé est resté en vie. Et l'animal F, pour ce cas-là, dans ce cas-là, l'animal F survit. Alors, la question, comment expliquez-vous la survie de cobayes D et F et la mort de E? Alors, la réponse à cette question. Alors, le cobaye D survit après injection de bacilles de Koch car il a acquis une immunité contre cet antigène grâce à l'injection du BCG. Par contre, le cobaye F survit car les lymphocytes T vivants du cobaye D protègent F contre le bacille de Koch. Au contraire, le cobaye E meurt après injection de bacille de Koch car ce cobaye n'est pas immunisé contre le BK et le sérum de D, cette fois-ci, ne contient pas des anticorps qui protègent E contre la tuberculose.
Si on compare donc les deux types de réponses immunitaires mises en jeu au cours des expériences 1 et 2 précédentes, alors je vous rappelle que pour la première expérience, le sérum a protégé l'animal contre la toxine diphtérique. Par contre, les lymphocytes T n'ont pas protégé l'animal. Dans l'expérience 2, les anticorps n'ont pas protégé l'animal contre le BK. Par contre, les lymphocytes T ont protégé l'animal. Pour l'expérience donc 1, il s'agit d'une immunité à médiation humorale qui se fait essentiellement grâce à des anticorps, alors que dans l'expérience 2, il s'agit d'une immunité à médiation cellulaire qui se fait essentiellement grâce à des LT vivants. Donc il s'agit de deux types de réponses immunitaires spécifiques, à savoir la RIMH qui fait intervenir des anticorps et la RIMC qui fait intervenir des lymphocytes T. Alors, quelle application médicale découle de l'ensemble de ces résultats et dans quelles circonstances sont-elles applicables? Alors, il va y avoir donc deux applications médicales. Alors, deux applications médicales donc, peuvent être réalisées chez l'homme. D'une part, la vaccination, qui est l'injection d'un antigène atténué chez un individu sain pour le protéger contre le même antigène, mais qui est cette fois-ci pathogène. La vaccination est utilisée à titre préventif. Alors, la sérothérapie comme deuxième application, qui consiste en l'injection d'un sérum riche en anticorps spécifiques chez un individu malade. Alors, la sérothérapie est utilisée généralement à titre curatif. Ainsi donc prend fin cette séance. J'espère que les points développés étaient à la hauteur de vos attentes. Bonne révision et bonne chance.